Salut Elodie, Salut à toi Jérémy. comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Écoute, je suis très, très, très content de te recevoir sur Self Upgrade. C'est vrai qu'on a malheureusement que tu as pas pu venir justement dans les locaux, mais la technologie nous permet de discuter à distance et je pense en tout cas que c'est super intéressant et justement moi je voulais t'avoir sur le podcast donc c'est chose faite, super intéressant. Écoute, pour ceux qui te connaissent pas, qui savent pas qui tu es, qu'est-ce que tu fais et cetera, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ça marche, merci encore à toi déjà de m'avoir invitée et pour me présenter en quelques mots, donc moi c'est Élodie Placide. J'ai créé Cliti, C-L-I-2-T-Y. Cliti qui est, un projet 360 autour de la santé, des personnes menstruées et des femmes. Donc en fait, j'ai des produits d'hygiène menstruelle, donc des serviettes hygiéniques lavables, des culottes menstruelles, des accessoires. L'année prochaine, j'espère des maillots de bain menstruels et puis à côté, je sensibilise en entreprise à la santé féminine et à l'égalité homme-femme. Donc voilà, c'est un peu tout ça. OK, parfait. Je vois que c'est rondement mené, en tout cas rondement expliqué, c'est très, très cool. J'ai envie de te poser une question déjà d'entrée. En fait, d'où est-ce que ça te vient l'idée de créer Cliti? Alors Cliti, c'est super simple en vrai, moi je suis atteinte d'endométriose, donc pathologie gynécologique, à laquelle on n'a pas encore de remède, hein. Donc forcément, moi avec ma santé, ça a été très compliqué pendant des années, et puis surtout, sur le sujet des règles en particulier, je ne trouve pas de protection adaptée en fait aux flux hors normes qu'on a, et encore moins des protections, dans le réutilisable qui sont écologiques, bien pour la planète, bien pour le corps. Donc forcément quand j'ai eu l'opportunité, moi j'ai essayé de me tourner là parce que quand on entreprend, la question, c'est souvent, il faut se passionner d'un problème, quoi, et de vouloir le résoudre à tout prix et le problème de ma vie perso, c'était mon utérus, hein, donc c'est directement aller dans cette direction-là et ensuite les choses se sont faites, assez naturellement. J'étais déjà, si je puis dire, un peu militante de mon côté, autour des sujets du féminisme, d'égalité, d'inclusion. Donc ensuite, c'est venu aussi, naturellement, en fait, hein, parce que via mon parcours, je faisais déjà de la sensibilisation à ces sujets et là, je suis montée d'un niveau, si je puis dire, sur la professionnalisation de ces compétences. OK, super. On va faire un petit retour en arrière, back in the days. La jeune Elodie, elle rêvait de quoi? Là, je ça dépend de quel âge on parle, hein, mais parce que l'Élodie de 6 ans, elle voulait être une princesse, donc mais je pense que je rêvais surtout d'indépendance, en fait. Je rêvais surtout de faire ce que j'ai envie de faire quand j'en ai envie et d'une liberté pleine, quoi. Donc de pas me sentir, voilà, engrainée quelque part, si je puis dire, ou par des activités, de devoir sacrifier, telle chose ou telle chose. Je pense que je rêvais surtout de liberté. Je savais pas comment ça allait se faire, mais en tout cas, c'est de ça que je rêvais, quoi. OK, super. Je sais que, au niveau de tes études, tu as étudié donc dans le digital, tu as étudié ensuite dans la sociologie. Pourquoi tu fais ces choix-là, au niveau de tes études? Franchement, j'ai fait plein de choix un peu atypiques parce qu'au départ, j'ai commencé avec une licence d'anglais pour aller ensuite dans l'enseignement. Et puis ensuite, je me suis dit: «Non, mais en fait, je pense pas, enfin pas maintenant, pas tout de suite». La communication, ça a toujours été quelque chose que j'avais envie de faire, mais j'avais pas le cran, en fait, à l'époque, en sortant du lycée, de me dire: «Je vais faire de la communication». J'étais déjà bilingue, donc je me suis dit: «Bah non, l'enseignement, c'est quelque chose qui me parle énormément, donc je vais le faire, je vais être prof et ce sera très bien». Et ça reste toujours un de mes buts, d'ailleurs, mais potentiellement plus tard et puis, ensuite je me suis dit, «Non mais en fait non, j'ai envie de faire quelque chose de plus concret» parce que bon les études de langue, c'est très théorique, c'est très, enfin voilà, ouais, c'est plutôt théorique et du coup je me suis dit: «J'ai envie de faire quelque chose de complet et de me sentir hyper utile en fait, de voir l'impact que j'avais» et du coup je me suis lancée dans la communication digitale, parce qu'en même temps, entre-temps, j'étais sur YouTube et donc du coup forcément, je me suis dit: «Non mais c'est bon, j'ai acquis des compétences, c'est trop cool, les réseaux sociaux, est-ce que je peux pas apprendre à m'en servir quoi?» Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le digital et la socio, c'est aussi venu après, bah, enfin, ça c'est venu aussi par passion et mais là, plus dans le sens professionnalisant parce que je me suis dit: «Avec l'ITI, c'est bon, je sensibilise, mais j'ai envie d'avoir, ce diplôme aussi qui me permet d'aller plus loin, dans ma sensibilisation, quoi». OK, super. J'ai vu qu'à un moment, tu as fait du growth hacking. Ouais, c'était une petite période de ma vie, hein. C'est pas énorme, c'est pas ce que j'ai préféré d'ailleurs, hein, mais OK. ouais, j'ai surtout travaillé en start-up, en fait, pour le coup, quasi uniquement en communication, travaillé en start-up et du coup, en effet, j'ai fait du growth,
fait, le milieu de start-up m'a un peu gavée, je t'avoue. Donc je suis Mmh. pas restée très, très longtemps. Je me suis vite lancée dans l'entrepreneuriat, mais c'était sympa. J'ai appris plein de choses hyper intéressantes, hyper importantes qui me servent à l'heure actuelle dans mon entreprise. Mais c'est vrai que c'est un milieu, particulier. Ouais, c'est vrai que c'est un milieu qui a ses spécificités, qui a ses codes, un peu comme tout, je dirais, hein, comme même les grands groupes aussi, les startups, mais je vois, je vois de quoi tu parles. Donc du coup, donc comme tu disais effectivement, donc Cliti, ça parle en tout cas on va dire d'un problème personnel que toi-même tu as eu. Avant sur la partie un peu, je dirais, opérationnelle, donc quand tu as cette idée-là, tu te dis: «OK, j'ai envie justement de» parce que tu disais que il y a quelques minutes que toi aussi de ton côté, tu avais déjà un aspect un peu, ben, militant, si je mets des guillemets, en tout cas que tu avais envie de cette égalité-là et cetera. Opérationnellement, est-ce que tu te dis: «Beh, écoute, je crée le site web, j'essaie». Est-ce que tu vas interroger des gens pour voir s'il y a d'autres personnes, bah, comme toi qui ont peut-être ce problème-là et que tu pourrais servir? Tu vois, on peut parler du design et cetera. Comment opérationnellement tu passes de: «J'ai une idée donc je la nurture si je puis dire dans mon cerveau» à, ben, ça devient quelque chose de tangible? Alors du coup, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai monté le projet en master et c'était un de nos projets de fin d'études, en fait. C'était le projet de soutenance de master. On devait, «créer» entre guillemets une entreprise fictive, avoir son business plan et cetera et le préparer, pour la soutenance. Donc en fait, moi, j'ai eu 1 an et demi de travail en amont où, justement, on était accompagnés, sur le design thinking, sur, le BP, la forme juridique et cetera. Où en fait, on a appris, voilà, on avait des professeurs et cetera et on a appris un peu tout ça et où j'ai pu commencer à me questionner. Donc moi, j'ai fait passer des questionnaires, j'ai été interroger les gens sur, heu, sur leurs besoins. Au départ, Clitis, ça devait être une application, ça devait mettre en relation des professionnels de santé avec des personnes, ensuite je me suis dit: «Oh ça me parle pas du tout», enfin et puis ensuite il y a eu le projet du coup, de protection hygiénique et je me suis dit: «Comment je vais faire ça?» machin, trouver le nom, le design, l'atelier. Mais du coup, pendant ces 1 an et demi, j'ai vraiment pu questionner les gens, me questionner moi-même. Qu'est-ce que j'avais envie de faire? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est intéressant? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a un levier, en fait? Est-ce que les gens sont présents? Et une fois que je tiquais, chacune des cases, OK, c'est bon, j'avançais comme ça pas à pas, quoi. OK, non, c'est intéressant parce que tu vois, même en partant d'un besoin que toi tu as et puis aussi d'un problème que tu as identifié, je dis souvent que et je mets des guillemets, hein, sur ça, mais je parle en général, je dis souvent que parfois, quand on monte un projet, les gens se disent juste: «Je veux faire ce que j'ai envie de faire», sans forcément interroger les gens qui vont venir servir avec leurs produits, avec leurs services et cetera et on est souvent surpris alors que là, tu vois, tu es quand même, sur un problème que toi tu rencontres, on va dire, tu es un peu un des personas de Cliti et pourtant, en interrogeant les gens ou autre, je pense que ça t'a quand même ça a quand même soulevé peut-être des points auxquels tu aurais pas forcément pensé ou tu aurais pas forcément eu la même approche, tu vois? Et mon point ici, c'est de dire, d'après toi, quand on monte un projet, et en l'occurrence, le tien est quand même un projet digital parce que tu as un e-commerce, mais tu es aussi présente dans certaines boutiques. En même temps, ben, je pense que, beh, comme il y a un atelier et cetera, donc c'est un peu, je dirais, hybride. C'est-à-dire que c'est pas que full digital, il y a quand même beaucoup d'humains et cetera. Mais tu dirais que c'est quoi le plus important? Où est-ce qu'il faut être le plus vigilant, si tu veux, quand on monte un projet? Bah, je pense, c'est comme tu l'as dit, sur la transformation et sur la manière dont les gens le reçoivent. Parce qu'en effet, on a cette idée, nous, dans notre tête, de ça va se passer comme ci, ça va être comme ça. Sauf qu'en fait, quand tu sors un produit, ou même un service, tu te rends compte dans l'utilisation que c'est parce que les gens le font, tu vois? Et que faut et c'est ça, en fait, pour moi, qui est important. C'est que, OK, une fois qu'on arrive au prototype, du produit ou du service, regarde, les réactions en face. Comment c'est utilisé? Comment c'est reçu? Pour savoir, là où il faut modifier, là où il faut pivoter de manière intelligente. Parce qu'il y a vraiment 2 mondes qui se battent entre ce que toi tu as envie de faire et ce que le monde est prêt à faire. Mmh. Je pense qu'il faut arriver à un compromis, heureux, idéalement. Mais c'est là aussi où parfois, en fait, les gens ont un peu la tête dure et se disent: «Non mais c'est ça que je veux faire, c'est absolument ça. En fait, calmons-nous déjà, tente». Parce que si ça se trouve, quand tu vas tenter, tu vas te rendre compte que les gens l'utilisent pas du tout comme ça ou sont pas du tout, chauds pour ça. En fait, ils veulent ça comme ça et c'est beaucoup d'itérations, tu vois? Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi, on a l'impression que les gens réussissent d'un coup, que le produit sort d'un coup, alors qu'en fait, tu as 1 an et demi avant d'itération, de ça ne marche pas, avant qu'il y ait enfin, la combinaison qui fonctionne. OK. Et comment, parce que tu vois, moi, tu vois, je suis très business digital, hein. C'est-à-dire, je suis vraiment,
j'ai fait du dev avant, donc je suis très, très, très digital. Et tu vois, sur ton projet, il y a quand même une notion effectivement où tu vas aller, construire, concevoir des produits physiques. Comment tu trouves l'atelier? Comment tu sais je sais pas, il y a peut-être des normes à respecter, il y a plein de choses. Tout cet univers-là, je ne sais pas si tu le savais dès le départ ou pas, mais comment tu réussis à justement bah, faire tes produits concrètement, quoi? Bah, moi, je pense que j'ai eu à nouveau beaucoup de chance, beaucoup d'alignement d'étoiles, si je puis dire, parce que je travaillais dans le textile, juste avant, en fait, de lancer ma boîte. Ce qui fait que j'avais déjà connaissance de, voilà, comment ça marche, un produit physique, l'atelier, la fabrication et cetera. Je travaillais, dans un semi-atelier de fabrication, plus marque de produits. Donc du coup, en fait, bah, ça me parlait déjà, je connaissais un petit peu les rouages. Donc après, j'ai trouvé, mon atelier, via ces liens-là. Pour se lancer et voilà, le 1er mai, il a fonctionné, quoi. Donc c'est aussi ça qui m'a permis de me lancer plus ou moins rapidement et d'apprendre sur le terrain. Donc vraiment, faut avoir les oreilles bien ouvertes et faut être prête ou prêt à absorber tout ce qu'on a à absorber, tu vois? Parce qu'en effet, moi, au-delà de ça, j'ai pas fait de couture, j'ai pas fait de stylisme, ou quoi que ce soit. Donc c'est apprendre beaucoup, pas hésiter à demander aux gens de nous tendre la main aussi, quelle information, et être bienveillant au maximum, pour savoir un peu, là où on met les pieds, quoi. Parce que c'est clair que, c'est pas mon métier de base, hein, de faire des produits, donc voilà, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de temps et puis aussi bien choisir ses partenaires aussi, qui ont la bienveillance de nous apprendre et qui ont la bienveillance d'être, à l'écoute aussi par rapport à nous, et qui sont prêts aussi à ce que ça mette un peu plus de temps parce que, on est au tout début de notre aventure, quoi. OK. Ouais, non, super. Et au début donc OK, donc tu as, potentiellement donc comme tu as dit, tu as pas mal d'itérations. Tu arrives justement finalement à un e-commerce avec justement, bah, tes différents produits, tes différentes gammes et cetera. Ça aussi, on pourrait revenir parce que je suis allé voir, il y a beaucoup de produits différents. Mmh. Déjà, pourquoi il y a autant de produits différents? Franchement, question banale de ma part, mais est-ce que, on va dire que celui qui ne connaît pas, effectivement, moi, le persona qui ne connaît pas du tout, pourrait se dire effectivement, ben, il y a peut-être, on pourrait standardiser et cetera, mais qu'est-ce qui fait parce que j'ai vu qu'il y a quand même beaucoup, qu'est-ce qui fait que tu as potentiellement autant de différentes gammes sur tes produits? Alors, c'est que chaque produit correspond à un besoin. J'ai commencé avec 2 types de serviettes hygiéniques lavables, ce qui en soi n'est pas énorme, hein, mais voilà, des flux plus ou moins légers, des flux plus ou moins abondants. Et ensuite, j'ai sorti les culottes menstruelles, dans 3 formes de culottes parce que, à nouveau, en fonction des besoins, des flux les plus abondants, de choses plus confortables et cetera. Et ensuite, on a décliné le design, là, de manière esthétique purement. Parce que la culotte, reste de la lingerie, ça reste un consommable qu'on a envie qu'il soit beau et puis dans le milieu, en fait, des règles, souvent l'esthétique passe en dernier. Moi, j'avais pas envie que ça passe en dernier. Donc ouais, moi, je dirais que chaque produit correspond à un besoin et à une envie, donc c'est aussi pour ça qu'il y en a plein et ouais, voilà. OK et c'est vrai que moi j'aime, j'ai bien on va dire, j'ai bien kiffé l'univers que tu réussis à créer autour de Clitti. Est-ce que c'était une réflexion seule? Est-ce que tu t'es entouré aussi à ce niveau-là? Et après ma deuxième question pour faire le parallèle à ça, c'est d'après toi, c'est quoi l'importance du branding dans ton projet? De quoi? Ma passion. Ah ouais? OK, vas-y. Ouais, bah, moi, du coup, avant Plity, moi, je suis spécialisée en image de marque, du coup, donc en branding, dans la communication. Donc clairement, je me suis éclatée sur le mien, parce que parce que c'est ce qui me passionne dans la communication, c'est créer des univers de marque, c'est créer quelque chose de reconnaissable, de fun, enfin, voilà. Et avant ça, avant l'aventure Plity, j'avais une agence de communication digitale avec des amis, où on était à nouveau spécialisés en branding, en fait. Et on crée des marques pour des entrepreneurs, enfin surtout des entrepreneuses, émergentes et du coup, sur Clity, les filles m'ont aidée à ce moment-là, donc qui étaient mes associées à ce moment. De toute façon, j'ai fait toute ma classe presque, valider ou pas le nom Clity, quoi. Et c'était le sujet pendant des mois, comment je vais appeler la marque et cetera et en plus, j'étais pas du tout fan de Clity, hein, les premières fois, OK. tout le monde était assez fan, mais moi j'étais en mode: «Oh, je sais pas!» Et ensuite, la marque, je savais à quoi elle devait ressembler dans le sens où je voulais quelque chose qui soit pas nécessairement très girly, même si je pense que plein de gens vont la trouver très girly. Mais je voulais quelque chose de plus inclusif, de plus «soft» entre guillemets, enfin, qui puisse englober plein de choses en fait et pas,
juste rentrer dans les standards de féminité. Donc c'est là où l'idée est venue et puis ensuite, la déclinaison sur, voilà, les astres, le ciel, les étoiles, ça faisait écho au cycle menstruel qui était plutôt pas mal et je suis une grande fan d'astrologie donc forcément, ça collait bien et je trouvais aussi qu'on retrouvait ce côté un peu, hem, non genré, que moi j'aimais bien au départ et donc je me suis éclatée sur ça, sur, la colorimétrie. Je suis un peu tatillonne, sur ce genre de choses donc voilà, les premières choses qu'on a montées dans la marque, c'est, la charte graphique, le code couleur, la charte iconographique, comment j'allais faire ci, ça, la charte édito, ça c'est un peu mon dada quoi donc c'était vraiment, vraiment fun à faire parce que ma vision était très, très claire. OK et pour toi, du coup, la question pas en du moins, la question qui est liée à celle-ci, pourquoi ou en tout cas, c'est quoi pour toi l'importance alors non, on va changer, on va peut-être prendre est-ce que tu penses que Cliti aurait, ou en tout cas en serait là où ça en est, sans un branding fort? Pas du tout. Je pense que pas du tout. Je pense que ça marcherait pas sans un branding fort. Je pense que c'est un de nos éléments différenciants. Je pense que c'est ce qui apprécie les gens. Je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on attire certaines personnes et pas d'autres. Ça va vraiment segmenter notre clientèle, notre cible. J'irai pas jusqu'à dire nos partenaires parce que la communication en B2B est pas du tout la même. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment ce qui différencie sur le marché et ce pourquoi on est reconnu, tu vois? Genre, je trouve que la marque, elle se démarque en fait, tout simplement, hein, par ce branding et elle est reconnaissable aussi par ça. Et ça nous permet en fait, de faire des choses tellement diverses comme la sensibilisation, par exemple. Parce qu'on est reconnu comme une marque un peu fun, un peu provoque, qui parle de plein de sujets, qui est bienveillante. Donc en fait, le switch sur la sensibilisation fait totalement sens parce que, les gens savent qu'on est abordable, qu'on, voilà, qu'on pète pas plus que notre cul, si j'ai envie de dire, et que surtout, on va pouvoir parler, tranquillement, et on va faire personne se sentir bête, et cetera, tu vois? Donc je pense que clairement, si le branding n'était pas celui qu'il est, ou en tout cas s'il y en avait pas, je pense pas que ça aurait fonctionné ou en tout cas pas comme maintenant. OK, OK et maintenant, on va parler un petit peu de, Élodie, mais Élodie l'entrepreneuse. Je m'explique. Tu m'as l'air et tu as le droit de me couper, hein, si je me trompe. Tu m'as l'air d'être une bosseuse. Pour moi, tu m'as l'air d'être une bosseuse, une grosse bosseuse et donc quand on bosse beaucoup, c'est-à-dire en plus et tu m'as l'air en plus d'être une passionnée. Alors quand on a quelqu'un qui bosse beaucoup, quelqu'un qui est très passionné, ça fait des heures à rallonge, des semaines à rallonge, des mois à rallonge. On va arriver sur un point alors si tu veux sur l'upgrade, il y a, il y a un concept dont on parle, c'est le tunnel. En gros, c'est quand tu es tellement pris ou prise par ton projet, qu'en fait, tu te réveilles en pensant à ton projet, tu manges le midi en pensant à ton projet, tu vas te coucher en pensant à ton projet et il arrive un moment où, potentiellement, tu es tellement impliqué dans ton projet, tu as tellement envie que ça réussisse, tu as tellement envie de le porter très loin, tu as tellement tu as la vision globale, mais entre la vision que tu as et là où tu es, ben, il y a quand même des étapes à franchir, donc qui demandent, du temps, de l'énergie, de l'investissement. Souvent, parfois, je ne sais pas si c'est ton cas, mais on a tendance à s'oublier et quand je dis s'oublier, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille beaucoup, 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 beaucoup. Ma première question, as-tu connu une phase de tunnel? Ou peut-être que tu es toujours dans le tunnel? Ça dépend. Ouais, moi je trouve que je suis sortie du tunnel, mais en effet, j'ai connu cette phase, hein, évidemment les premières années de toute façon. Je pense avant même que le projet soit légalement créé, tu es forcément dans ce tunnel parce que tu es dans la création de la chose, en fait. Donc faut absolument tout créer, il y a tout à bâtir, et moi je trouve ça vraiment, j'adore le moment où il y a rien, il faut tout faire. Je trouve ça trop excitant les nouveaux projets, tout début quoi et qu'il faut vraiment bâtir chacun des murs. Donc je pense que ce tunnel, je pense qu'il a duré quasi 1 an et demi, 2 ans même. Je pense que là, ma troisième année, c'est la troisième année pour la boîte et là, elle est dure, mais on est sorti du tunnel. Mais elle est dure pour d'autres raisons. Mais en effet, on s'oublie forcément, soit en fait, on se met forcément en danger pour moi dans un sens ou dans l'autre, dans le sens où moi je me disais, «Je m'oublie» mais du coup, par exemple, je vais moins dormir ou moins manger ou moins voir des gens ou je vais vouloir faire tout ça et du coup, je vais pas dormir et je vais pas manger parce que je veux voir des gens et bosser mon projet et donc forcément, on s'oublie quelque part et on se fait un peu du mal quelque part et en même temps, tu sais que cette phase, elle est temporaire, mais c'est hardcore. Enfin, c'est pas, il y a pas de bonne façon de le dire ou quoi que ce soit.
Je trouve que c'est juste hardcore, en fait. Mmh. Mais comment tu as réussi à en sortir? Parce que tu vois, des fois, quand tu es dans le tunnel, alors, tu sais que tu es des fois, tu sais même pas, mais des fois, tu es dedans, tu te dis: «Ah ouais, franchement», tu te rends compte que tu es un peu plus fatigué ou bien peut-être que tu vois moins tes potes ou bien, je sais pas, ta famille et cetera. Donc tu le sens. Mais il y a un moment en fait, ma question ici, c'est à quel moment tu conscientises que tu es vraiment en train de travailler beaucoup et que potentiellement, tu vois, je te dis un truc très bateau et j'en parle avec des potes de temps en temps. Mais moi, c'est que récemment que je me dis: «Beh, maintenant le dimanche, c'est le jour où je ne travaille pas». Je n'ouvre pas mon PC le dimanche, tu vois? Je me dis: «Je me force à faire ça». Parce qu'en fait, la to do est toujours à rallonge, il y a toujours quelque chose à faire et donc tu vois, je me suis dit: «Maintenant, je m'impose de me dire: "Le dimanche, je ne travaille pas"», tu vois? Donc j'ai conscientisé, je me suis dit: «OK, Jérémy, prends quand même un peu de recul parce que en fait, comme c'est un marathon et qu'en fait, un marathon, bah, tu le cours pas comme tu courrais un sprint, on n'est pas des Usain Bolt et ben, en fait, tu dois quand même avoir c'est un peu ces tatillons-là. Donc ma question ici, elle est un peu longue, mais je vais quand même la reformuler, c'est à quel moment tu conscientises que tu es dans le tunnel? Premier point et deuxième point, à quel moment qu'est-ce que tu mets en place pour justement ne pas sombrer dans le tunnel, justement? Alors, je pense que j'ai conscientisé très tôt que je suis dans le tunnel parce que je suis quelqu'un de très self-aware. Donc je pense que j'ai toujours su que j'étais dedans, tu vois? C'était pas un choc pour mes proches, ou quoi que ce soit. Tout le monde savait, je savais que j'étais dans le tunnel. Par contre, comment en sortir? Moi, j'ai burn-out, tu vois? Donc j'ai juste burn-out, puis après à nouveau, problème de santé, j'ai de l'endométriose, donc ça aussi c'est revenu sur le tapis et cetera. Donc j'en suis pas sortie consciemment. J'ai juste burn-out et du coup forcément à ce moment-là, tu en sors quoi, tu as pas trop le choix. Heu, donc c'est mieux de décider consciemment d'en sortir, mais c'était pas mon cas. Hem, mais par contre, j'ai toujours su que j'étais dedans. Là je commence à réfléchir ma stratégie pour l'année à venir et je sais qu'il y en a un nouveau qui va rentrer, tu vois, de tunnel. Là, ça fait 1 an, presque 1 an et demi que je suis plus dans ce tunnel, tu vois? Mais je me dis: «Ah, en septembre, vu mes plans, vu les choses que j'ai à faire, je vais rentrer dans un nouveau tunnel». Heu et tu vois, sur les jours de repos, moi, je suis plus stricte sur ça. Je me force à en avoir quand même, justement parce que, ma santé physique en pâtit, parce que, bien dormir, c'est important, parce qu'il faut prendre soin de sa santé, en fait, sa santé mentale et physique et j'ai vraiment tendance à pas le faire et là, depuis 1 an, je me force à prendre soin de ma santé, en particulier mentale. Heu, du coup, heu, du coup, je me force à avoir des vrais jours de repos, tu vois? La dernière fois, à mon dernier anniversaire, j'ai pas travaillé. Alors qu'avant, l'année d'avant, je faisais un pitch alors que j'étais en Grèce avec mes copines, quoi. Donc et quand j'ai fait à midi, avec mon iPad, à l'hôtel, parce que, il fallait, tu vois? Ouais. Donc mais là, je me dis: «Non, non, j'ai toujours pas de week-end, mais c'est pour d'autres raisons». Mais par contre, je prends des vacances, il y a des fois, je décide que je travaille pas et puis il y a des fois aussi où je me dis: «En fait, Élodie, tu es fatiguée, il faut dormir, c'est tout». Et tant pis parce qu'en fait, tu peux pas faire du bon travail si ton corps, il tient pas à la charge, tu vois? Donc c'est ça aussi que j'essaie d'équilibrer, c'est de me dire: «Non mais si je suis au max mentalement et je suis au max physiquement, je travaillerai mieux que si je m'épuise», tu vois? Donc j'essaie de ouais, de faire mieux. OK. Non, mais c'est super intéressant et en fait, tu as dit un point qui me fait ça m'a fait sourire quand tu l'as dit parce que, c'est un moi, tu vois, dans mon entourage, bah, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui travaillent beaucoup, beaucoup de parce que tu vois, il y a l'entrepreneuriat, des gens qui parlent un peu beaucoup sur les réseaux et puis il y a le vrai entrepreneuriat où en fait, quand tu discutes avec tout le monde, c'est dur pour tout le monde. C'est pas tu vois? C'est dur quand tu parles avec vraiment quand tu fais des vraies connexions avec les gens, tout le monde t'explique, mais en fait, c'est dur, tu vois? C'est vraiment dur et donc du coup, bah, les réseaux sociaux pour moi sont plus un outil marketing que, vraiment un miroir ou une réalité, même s'il y a un peu ce qu'on appelle le building public. Mais bon, c'est un peu des notions qui sont un peu différentes et donc pourquoi je souriais quand tu parlais tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, tu as dit que tu arrivais en tout cas maintenant à conscientiser aussi qu'il y a un tunnel à venir et ça, en fait, on se le dit souvent avec mes potes parce que tu te dis: «Bon OK», toi, tu fais peut-être je sais pas comment tu fonctionnes toi au niveau organisation, on en parlera aussi, mais potentiellement, nous, on va se faire des gros meetings, on va planifier l'année, on va avoir des OKR, on va un peu découper le truc, se dire: «Voilà, potentiellement, voici la vision, la roadmap, produit et cetera, ce qu'on veut faire» et quand tu vois ça, tu te dis: «Bon, les gars, il y a un moment, forcément, il y aura un tunnel». Parce qu'en fait, vu ce qu'on veut faire, c'est chaud.
C'est ça, c'est sûr, moi, en termes d'organisation, je suis hyper désorganisée, c'est pas top, mais j'ai Ah des c'est vrai? ah Ah mais bah là, tu vois, je me serais trompé. Là, j'aurais dit: «Tu as l'air ultra organisé». je suis très organisée dans le sens où j'ai 1000 et une to-do list, tu vois? Genre, c'est ma passion, hein, les listes, voilà, j'en ai plein. Mais plutôt dans le sens, j'ai une de mes mentors qui a dit, «Tu es opportuniste dans le meilleur sens possible, c'est que s'il y a quelque chose qui vient à moi, je le saisis», tu vois? OK, Le problème, c'est que je vais m'éparpiller. En fait, OK. c'est surtout ça. C'est que certes, j'ai une organisation et une ligne directrice, mais alors si on me dit: «Tiens Élodie, pourquoi pas ça?» «OK, allons». OK et du coup, moi, je dis tout le temps «oui» et donc je fais 1000 trucs à la fois, à nouveau jusqu'à l'épuisement. Donc heu donc c'est ça où c'est un peu complexe dans ce sens-là. Je dirais pas que j'ai pas d'organisation, mais en fait, c'est un bordel organisé qu'il y a que moi qui comprends, quoi. Tu vois? Donc et comme pour l'instant, en tout cas en ce moment, je travaille seule, ça va, j'ai pas besoin d'organiser mon bordel pour qu'il soit compréhensible et accessible de tous. Mais voilà, mais c'est vrai que là, je sais que j'ai une grosse période de creux, en fait, et que cette année, elle était, hyper challengeante. Enfin, moi, j'ai voulu arrêter ma boîte. Je me suis dit: «Non, mais c'est bon, ça me casse les couilles cette histoire, j'en peux plus», c'est charnière, en fait, tu vois? En termes de moments de vie et de moments pour ma boîte. Et là, je me dis: «Non mais OK, je vois peut-être une évolution». Je suis en pleine réflexion par rapport à la stratégie à venir, tu vois? Je commence à semer des graines et je me dis: «Bon, si je suis en train de dévier de ce que j'avais commencé à faire il y a 3 ans pour faire quelque chose de nouveau maintenant, bah, c'est sûr, il y a un tunnel, parce que tu repars à zéro dans un sens, tu vois? Donc c'est sûr, c'est inévitable, il y aura un tunnel. Après maintenant, on va dire, j'ai les clés pour le gérer. Mais par contre, il existe et c'est évident. Après, je pense que les tunnels sont nécessaires, hein, mais faut savoir dire stop. OK. Tu moi, en fait, c'est marrant parce que tu me prends de court sur mes questions, mais tu as dit un moment, hem, effectivement donc, si on me propose quelque chose et qu'effectivement toi ça t'intéresse, tu vas dire oui et moi j'ai une grosse question pour toi parce que moi c'est vraiment quelque chose alors je vais t'expliquer. Je suis, hem, au niveau en tout cas mental de ce que tu as évoqué, je suis aussi pareil, de nature. C'est-à-dire que effectivement, moi, il y a des opportunités et puis tu sais, tu parlais beaucoup de chance, je parlais, il y a une vidéo assez populaire, je te l'enverrai après notre call, mais sur la chance, c'est un professeur, je crois, qui était à l'ESCP et qui disait qu'en fait, la chance, si tu veux, c'est le croisement entre, le travail et les opportunités. Parce que du coup, pour saisir une opportunité, il faut être prêt ou faut être prête et cetera. Et moi, j'ai une question pour toi parce que tu as dit: «S'il y a quelque chose qui vient, je prends et cetera et cetera». Mais et je pense que maintenant tu en es consciente, l'importance du focus pour aller réussir des choses. Parce que quand tu as potentiellement, et on en parlera après, la vision que tu as, ça ne peut en tout cas, moi il y a un truc que ma grand-mère disait, là je vais la citer, hein, mais je suis obligé, c'est qu'elle me disait: «En fait, quand tu veux faire du feu avec une loupe, bah, en fait, tu cibles un seul point». Je l'ai traduit du créole, donc je l'ai mis en français, mais c'est ce qu'elle me disait. Et elle me disait: «En fait, si tu veux faire du feu, tu mets pas du feu, tu mets pas des éclats partout». Donc moi, ma question, parce que je sais que tu sais l'importance du focus, qu'est-ce qui fait que tu arrives quand même à prendre des projets? Ou est-ce que c'est plus de te dire: «J'ai une direction et il y a des projets qui viennent de part et d'autre, mais si ça rentre toujours dans ma vision, je les prends»? Ou est-ce que c'est plus fort que toi et tu te dis: «Ben, juste, peut-être à la vibes, au feeling et au ressenti, tu prends des projets»? Bah, moi, tu vois, j'adore les métaphores donc tu vois, tu as ta loupe dans ta main et tes focus. Bah, j'en ai une dans l'autre main et une dans chacun des pieds, quoi et une dans la boucle et tu vois et voilà et ça converge. Mais non, il y a des choses évidemment, il y a des choses auxquelles je dis non, dans le sens où ça rentre pas dans mes valeurs, c'est pas le bon moment ou quoi que ce soit. Mais mais j'ai la capacité, on va dire, de pouvoir, faire plein de choses. Voilà, j'ai une bonne capacité à gérer plein de choses différentes, plein de sujets, à jongler et j'ai cet amour aussi pour ça, pour le fait, de diversifier ses activités et de faire plein de choses. Donc je pense que j'en profite de cette qualité-là et de ma compétence sur ça. Mais par contre, en effet, il faut que ça rentre, en vrai, il faut que ça rentre dans ce que j'ai envie de faire et dans ce qui fait sens. Tu vois? Je vais pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, mais par contre, c'est vrai que je vais prendre, les opportunités, je vais les saisir si ça rentre dans la vision, finale, si ça fait sens dans la vision finale, pourquoi pas? Si c'est fun, pourquoi pas? Heu et je pense qu'en fait, c'est plutôt une question de gestion des priorités et de: «OK, il faut focus sur ça à ce moment T et puis ça, bon, bah, OK, on le fera plus tard, mais on dit pas non, on dira juste plus tard».
et de gestion par rapport à ça. Je dirais pas que c'est plus fort que moi, mais c'est vrai que c'est très quelque chose, de nature, quoi. Tu vois? Je suis l'amie que tu vas appeler, bah, pour aller, faire une rando, pour aller en boîte de nuit, mais pour aller lire un livre, enfin, tu vois? Juste, j'aime plein de trucs et du coup, je peux pas, juste focus, sur un seul truc, parce que du coup, moi, je vais m'ennuyer en plus un peu. J'ai besoin d'avoir, cette effervescence un peu. OK. Ouais, je pense que c'est aussi des fois une gymnastique des neurones et un autre point aussi, que tu as pas évoqué, mais peut-être que tu implicitement, c'est aussi ce que je comprends. Moi, je sais que, comme j'ai dit, je suis un peu comme toi de nature, donc j'essaie de me forcer en tout cas à être focus. Mais moi, c'est plus, et on parlera aussi de comment tu gères, on va dire tes journées, même si je pense que toutes les journées sont différentes, mais comment tu gères ça? Moi, en fait, le matin, je suis focus pendant à minima entre 3 et 4 heures. Donc je me dis voilà, c'est une ma grosse tâche de la journée. Je crois qu'il y a un livre qui s'appelle, «Avaler le crapaud» ou un truc du style, en gros, tu dois gérer ta tâche, ta la tâche qui t'embête le plus, que tu fuis, que tu veux pas faire. En fait, il faut la faire très tôt le matin parce que tu as beaucoup plus d'énergie. Mais par contre, l'après-midi, tu vois, je suis en mode: «Jérémy, tu fais ce que tu as envie de faire». Donc en fait, moi, je travaille beaucoup le matin et l'après-midi, justement, je me laisse aller et en fait, un truc qui explique ça aussi, et tu me diras si toi aussi ça te tu arrives à relate sur ça, mais c'est que en fait, comme tu disais, quand tu travailles sur une tâche, quand tu es vraiment dessus, au bout d'un moment, en fait, faire cette gymnastique de projet, donc aller directement, c'est comme si ça apporte un nouveau souffle et c'est pas forcément c'est s'éparpiller, mais c'est aussi, en fait, quasiment, je mets des guillemets, mais en fait, se reposer, par exemple, du premier projet et aller sur un nouveau et cetera, tu vois? Est-ce que tu as ça aussi, du coup? Ouais, totalement d'accord. Totalement d'accord avec toi, c'est ça. Je trouve que ça me fait faire une pause. Alors, dans la vraie vie, ton cerveau continue à travailler tout autant, mais moi, j'ai l'impression qu'il se repose à ce moment-là et puis aussi, je trouve que ça permet de t'inspirer pour l'autre projet, t'inspirer pour autre chose, parce que tu as fait cassure un peu. Donc ouais, totalement d'accord avec toi et je pense que c'est aussi pour ça que c'est vital, enfin, en tout cas pour moi, cette effervescence parce que sinon, 1, moi, je m'ennuie et 2, je trouve que je travaille pas assez ma créativité, fait, j'ai l'impression de pas me challenger aussi, donc c'est ça aussi. OK et parlons, comme je te disais, là, on est sur, Élodie l'entrepreneuse. Parlons du day to day d'Élodie. Est-ce que tu es fan des routines ou pas? Est-ce que tu es fan du fameux se lever tôt et cetera? Est-ce que pas du tout? Est-ce que tu as feeling? Je te dis ça parce que vas-y, OK, vas-y, je te laisse du coup développer. C'est très périodique franchement, je suis pas fan des routines, c'est pas mon délire. Même si j'en ai comme tout le monde parce que ça reste quelque chose d'important. Mais, je suis pas fan et ça dépend. C'est vraiment très périodique dans le sens, ça dépend du moment où je suis dans ma vie, du moment du mois, de la journée. J'ai peu de journées qui se ressemblent, ça c'est clair et net. Heu, En ce moment en plus je travaille à mi-temps donc c'est aussi compliqué. Mais ce que j'essaie de faire en fait c'est enfin ces derniers mois, j'essaie de faire par ordre de priorité. Pas tant par, taille de la tâche ou par envie ou quoi que ce soit, mais plutôt par c'est quoi qui presse le plus? C'est quoi qu'il y a à faire en 1 là? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est urgent? Et du coup, c'est comme ça que j'essaie de travailler en ce moment. Hem Et puis de déblayer le terrain. Là, je t'ai dit, je suis dans une phase aussi de stratégie. Donc là, j'essaie de déblayer le terrain. Qu'est-ce que j'ai à faire au global pour arriver là où je veux et où je vais? Et ça, c'est des longues réflexions aussi, donc ça se fait pas en un clin d'œil. C'est plutôt des jours et parfois des semaines et des mois à réfléchir sur, la direction qu'on va prendre. Et une fois qu'elle est prise, par contre, là, c'est un nouveau plan qui se met en place et à nouveau, c'est la partie que je préfère, hein, le plan à mettre en place pour aller jusque-là, quoi. Mais mes journées se ressemblent pas du tout, quoi. Mais vraiment, d'une à l'autre, on passe un peu du coq à l'âne, je t'avoue. OK, OK et tu as parlé donc du coup de phase stratégique et juste avant, tu as évoqué aussi le fait qu'il y a des moments, en tout cas dans l'aventure de Clity, dans ton aventure aussi entrepreneuriale, tu as eu envie forcément d'arrêter. Quand tu as envie d'arrêter, qu'est-ce qui te fait continuer? Franchement, cette fois, c'est pas prémédité, c'est juste mes obligations financières. OK. Qu'est-ce qu'on était au bout de ma vie. J'étais vraiment je me suis dit: «Non mais c'est bon, vraiment j'en peux plus quoi, j'arrête plus, enfin j'ai plus ce qu'il faut quoi». Après à nouveau, hein, c'est pas que l'entreprise, c'est aussi, tout plein de choses, au niveau personnel qui font que ça allait pas et je me suis dit: «Non mais je vois pas le bout du tunnel en fait là». Tu vois? J'en peux plus, j'ai l'impression de patauger, d'aller nulle part, voilà, donc après je me suis dit: «Non mais laisse-toi le temps, on va voir et cetera» et là je reprends un second souffle, où je me dis: «Ah OK, peut-être que je vais faire ça en fait. Peut-être que je vais faire ça, peut-être qu'on va
on va changer de comment on appelle ça? Changer de bord le bateau là, on va Mmh. changer de direction, peut-être qu'en fait on va faire ça comme ça et peut-être que ça va pas se passer comme ça, mais ça va se passer de cette façon. Tu l'avais pas imaginé comme ça il y a 3 ans, mais c'est pas grave, on évolue en tant que personne, le business évolue aussi. Il faut savoir, être changeant aussi avec ça. Heu, mais il y a des moments où tu sais pas trop pourquoi tu continues. Tu continues parce que tu continues et tu te dis: «Bon, ben, j'espère que ce sera plus tard, ce sera mieux». Il y a des moments où tu dis: «Non mais si, je fais un truc de dingue, c'est top». Il y a des moments où tu reçois un mail d'un client et tu te dis: «Oh là là, non mais enfin son message m'a fait trop plaisir, je peux pas m'arrêter là». Je pense que c'est une combinaison de plein de choses qui font que les gens ne s'arrêtent pas, hem et de plein de choses, on va dire «du quotidien» entre guillemets, hein, mais je pourrais pas te dire: «Oh, c'est ça qui m'a fait pas arrêter» parce que j'étais vraiment déterminée à le faire et ensuite je me suis dit: «Non mais c'est bon, je peux pas arrêter, administrativement là maintenant, donc il va falloir continuer», mais je sais pas trop dans quoi je continue et après le temps a fait qu'à nouveau, je suis tombée sur un nouveau souffle et que je me dis: «Ah OK, d'accord, peut-être que je vais faire les choses comme ça». Donc parfois, il faut aussi laisser le temps au temps, et être OK avec le fait que, bah, là, c'est une période basse et c'est humain aussi puisque en fait, on est des êtres cycliques, hein, même si, personne veut l'avouer, mais il y a juste des périodes où en fait, faut hiberner et faut rester dans ton coin et puis après, l'éclair de génie il va arriver à ce moment-là, ou la remise en question ou une conversation que tu auras avec un pote, tu vas te dire: «Oh, waouh, OK, peut-être je peux faire ça», tu vois? Mais il faut être OK avec ces phases-là, je pense. Ouais, en fait, ce que tu évoques, ça me fait penser à quelque chose. Tu sais, quand tu as parlé du client, parce que souvent, des fois, on continue parce qu'on se dit au final: «Bah, ouais, je j'aide des gens, j'arrive à mettre, des fois, je mets des guillemets, mais j'apporte en tout cas quelque chose dans la vie d'autrui», tu vois? Et c'est cool aussi. Et tu vois, dans la vie, ça va être très philosophique ce que je dis, mais on ne voit des gens que ceux que l'on veut voir et on ne montre que ceux qu'on veut montrer. Mais il y a forcément, tu vois, une phase que seul toi connais, toi ou tes proches ou ton cercle proche, peu importe. Et souvent, je remarque, c'est bah, ça fait écho un peu à ce qui est dit dans le tunnel, mais c'est que les gens en fait, je mets des guillemets, mais les gens vont trop te saucer en mode: «Waouh, ce que tu fais, mais truc de fou, machin et cetera». Et juste par exemple, je sais pas, quelqu'un te dit ça peut-être, je sais pas, tu es dans un after work ou peu importe, il est 19:00, mais il y a peut-être, 10 minutes avant, tu étais là en mode: «Waouh, c'est chaud, waouh, c'est difficile et C'est cetera et tout». exactement l'histoire de ma vie. Ah Surtout ouais. que pour le coup, bah, la communication, c'est mon travail, enfin, c'est mon travail de base, c'est ce pourquoi je suis diplômée et cetera. Donc je trouve, à mon sens, que je communique bien. Du coup, les gens sont tout le temps en train de se dire: «Non mais oh là là, Christine, c'est un truc de ouf, regarde tout ce que tu fais» et je leur dis: «Non mais c'est mon travail de vous faire croire que tout va bien». Enfin, je suis là et je suis douée dans mon travail. Mais je veux dire, je suis en PLS, j'ai les larmes depuis 3 semaines, «Qu'est-ce que tu me Ouais, racontes? Mes factures sont impayées». Non, pas du ouais, tout, c'est pas la folie. C'est que ouais. je suis payée pour te montrer que tout va bien. Enfin, je veux dire, Mmh. non, mais ça m'arrive tout le temps, enfin franchement, tout le temps, les gens se disent: «Oh non, mais j'ai l'impression que ça va trop bien pour Kitty», ça s'appelle de la communication, quoi. C'est du Mmh. marketing, ça veut pas dire que voilà, tout va mal, mais ça veut pas dire que tout va bien non plus. Et puis évidemment, bah, les proches, ils croient en toi, tu vois? Ils croient en ton projet, ils trouvent ça dingue, donc eux, ils sont en mode, grave soutien: «Non mais attends, c'est un truc de dingue que tu fais» et oui, il n'empêche que tu fais un truc de dingue, mais tu fais un truc super dur, tu vois? Genre super difficile, et l'entrepreneuriat, bah, malheureusement, j'ai l'impression qu'il faut un peu le vivre pour comprendre un peu la difficulté des choses. Après, parfois, les proches, ils comprennent parce que franchement, ils te voient, à chaque mental breakdown, tu vois? Mais c'est vrai que c'est un truc, putain, faut vivre la solitude que c'est aussi, tu vois? Mmh. Et donc du coup, toi, tu parlais des proches et cetera. Tu sais, mmh, je vais je vais dire quelque chose. En gros, je pense que quand on est entrepreneur, quand on fait des projets, quand ça nous porte et cetera, on est parfois, je m'inclus dans le lot, on est parfois beaucoup plus sensible à ce que pourraient nous dire nos proches par rapport à ce projet-là et cetera. Parce qu'on prend tellement des décisions dans la boîte, on prend tellement, des choses difficiles, faut réfléchir tout le temps et cetera que j'estime, ça c'est vraiment très subjectif, tu me donneras après toi ton avis, mais j'estime que je ne peux m'entourer que de personnes avec une bonne vibes. Ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas me dire: «Ce que tu fais n'est pas bien» ou et cetera, mais si tu me dis: «Ce que tu fais n'est pas bien», donne-moi une solution, une piste de solution ou dis-moi: «Beh, écoute, j'aime pas quand tu fasses X, Y, Z, mais voici comment tu pourrais faire» et cetera. Et donc du coup, moi, en tout cas, je fais très attention à mon entourage et j'estime qu'après on a différents niveaux, de cercle, si je puis dire. On a un cercle très proche, c'est-à-dire je pense que c'est
les personnes avec qui on est intime, dans le sens où en fait, on va leur dire des choses qu'on dit pas forcément aux autres. Ensuite, on a un autre cercle un peu plus, peut-être, je sais pas, amis et cetera. Tu vois? Il y a peut-être, je mets des guillemets, il y a peut-être des amis avec, qui tu sors ou autre, mais c'est pas forcément des amis avec qui tu vas parler entrepreneuriat, tu vois? Ça aussi, on pourrait en parler aussi de ça parce que c'est vrai que vraiment quand j'ai commencé à faire du business et cetera, je voulais que tous mes potes fassent du business. Je leur disais: «Les gars, faites ça, c'est trop bien et cetera», alors qu'en fait, tu deviens juste chiant, tu es relou, c'est pas le moment de parler de business, mais en fait, ça se passionne tellement que tu veux que tout le monde fasse ça. Donc j'ai appris que, en vrai, j'ai accepté qu'effectivement, on a ton pote reste ton pote et en fait, peut-être que lui, il a pas envie d'être entrepreneur, il a pas envie de faire tout ce que tu lui dis de faire et en fait, ça doit rester ton pote, tu dois l'accepter comme il est, en fait et ça veut pas dire que c'est mal ou bien, il est juste lui-même. Il y a pas de bien ou de mal. Donc ma question, parce que je m'éternise à chaque fois parce que c'est super intéressant cette conversation. Qu'est-ce que tu penses de l'importance de l'entourage quand on est entrepreneur? Franchement, je pense que déjà, peu importe qui on est, c'est super important, mais en effet, quand on est entrepreneur, on va dire que les premières années, tu es un peu à fleur de peau, donc je pense que c'est important de bien choisir, les gens autour de soi. Je pense que j'ai pas franchement, dans mon côté, à nouveau, est-ce de la chance, est-ce du travail, est-ce, voilà. Hem, mais sur mon entourage, j'ai pas du tout à m'en plaindre, tu vois? Ils sont très dans le soutien. Et j'ai une partie de mon entourage, voilà, qui entreprend aussi. On s'est rencontrés dans des incubateurs, des choses comme ça. On a noué des relations très proches. Et j'ai le reste de mon entourage, sont des salariés, classiques, hein, si je puis dire. Et ensuite, j'ai mon cercle de d'autres nanas entrepreneuses avec qui je discute parfois de sujets, voilà, on va dire plus techniques, tu vois? Mais ça va dans le sens où, mes potes se permettent pas de me dire, «Oh non mais ça Elodie franchement c'est de la merde». Après ils pourraient, mais plutôt dans le sens où ils me diront, «Oh ça je comprends pas» ou, enfin voilà, c'est aussi une question de tact, de choses comme ça. Hem, mais ouais, je pense que ça joue en fait sur, le marathon dont tu parlais, il faut tenir sur la durée et au-delà de leur opinion sur ce que tu fais, c'est surtout est-ce qu'ils sont là aussi dans les moments difficiles comme dans les moments faciles? Enfin moi je me dis, et je le dis souvent, mais le nombre de personnes qui m'ont aidée sur mon chemin, c'est un truc de dingue. Ma copine qui est allée chercher pour moi le tissu, ma copine à l'heure actuelle qui tient une boutique pour moi à Lyon, ma copine photographe qui prend, les photos Cliti, mes potes qui me donnent le contact de telle personne, qui me mettent en relation, heu, les filles qui m'ont aidée à porter mes rouleaux, à aller jusqu'à l'atelier, à louer une voiture avec moi pour, aller jusqu'à l'atelier. Enfin, je veux dire, j'ai eu des mains tendues partout et c'est ces mains-là aussi qui comptent et qu'on n'oublie pas, tu vois? Quand je fais ma campagne de crowdfunding et que ma pote est venue m'aider à faire, 130 colis, à la mano là, pendant des heures, ça compte, tu vois? Et pour moi, c'est ça que j'attends de mes proches aussi, c'est est-ce qu'ils sont là dans les moments où j'en ai besoin? Est-ce qu'ils sont là quand ils viennent m'applaudir, mais aussi quand ils viennent, m'aider, en tout cas, à essuyer mes larmes, tu vois? Au-delà de l'opinion, en fait, qu'ils peuvent avoir sur le produit, le machin, voilà, on est entouré de plein de professionnels. Comme tu as dit, tu as d'autres potes entrepreneurs, donc les opinions comme ça, tu vois, tu vas les chercher là où tu en as besoin ou là où tu sais que ce sera pertinent aussi face à ton marché. Parce que, bah, en même temps, je vais pas demander à ma pote boulangère, qu'est-ce qu'elle pense de mon CA, tu vois? Enfin, je veux dire, voilà. Même si, elle est entrepreneuse de son côté. Mais, donc j'irai voir les bonnes personnes, si je puis dire, à ce moment-là. Mais, ce dont j'attends de ma famille et de mes amis, bah, c'est le soutien, l'amour, et la bienveillance. Et ça, je j'ai pas du tout à m'en plaindre et je pense que c'est ça sur quoi on devrait focus quand tu montes un projet et que tu te lances dans quelque chose de nouveau, même si c'est pas forcément l'entrepreneuriat, hein, ça peut être changer ta vie dans tel ou tel sens, mais il faut s'entourer de gens qui seront là, à te tenir la main, tout au long, tu vois? OK, super. Elodie, je sais que tu es aussi, donc du coup, tu l'as dit au début, très engagée donc par rapport à l'égalité. Je sais que tu fais des interventions en entreprise sur ces différents sujets. Est-ce que ça, c'est le premier point, ma 1re question. Est-ce que tu as dénoté que c'était peut-être plus compliqué ou je sais pas, qu'il y avait des portes qui étaient plus difficiles à ouvrir en étant une femme entrepreneur? Forcément, forcément, je veux dire, les interactions sociales, là, c'est la socio qui parle, mais, les interactions sociales sont en effet définies, par, où on se trouve, sur l'échiquier. Donc forcément, je suis une femme entrepreneur, donc j'ai pas les mêmes opportunités qu'un homme entrepreneur. Donc ça, c'est sûr. Il y a plein de gens qui nous prennent pas au sérieux, il y a plein de gens qui parfois sont méprisants, voilà, hein. Après, j'ai pas à me plaindre de mon parcours dans le sens où j'estime que j'ai évité quand même beaucoup d'interactions violentes, donc j'ai pas eu ça.
Mais par contre, en effet, j'ai des banquiers qui m'ont pas pris au sérieux, j'ai des directeurs, bah, qui se disent que, bah, ce que je fais, c'est un peu insignifiant, quoi, qui comprennent pas trop, des journalistes, qui comprennent pas trop ce que tu fais, te prennent pas trop au sérieux, hem et du coup, te parlent un peu comme si ce que tu racontais, c'était n'importe quoi. Ça, c'est sûr et ça va continuer, et c'est aussi pour ça que mon travail à moi continue. Heu, mais bon, les bonnes personnes, moi, je me dis, au final, ça fait un tri un peu plus vite, tu vois? Et je m'entoure plus facilement des bonnes personnes si les mauvaises, elles sont vocales, hein, donc OK. Et comment du coup tu arrives à pallier à ça? Est-ce que c'est plus, je te dis ça parce qu'il y a d'autres, de toute façon tu verras quand ils vont sortir, mais effectivement, c'est ce que je remarque, c'est qu'effectivement chaque femme a un peu son approche sur ça. Il y en a qui vont très très vite en tout cas déceler, à qui elle pourrait s'adresser ou pas. Il y en a qui vont plus être en mode, je vais mettre vraiment des guillemets, mais c'est un plus en mode, bâton de pèlerin, en mode: «Ben, moi je m'arrête pas tant qu'on m'a pas dit oui, et donc je vais toquer. S'il faut toquer à, je sais pas, à 50 portes, à 100 portes, je vais toquer à 100 portes», tu vois? Toi, c'est quoi ton pour pallier à ça, tu vois, que par exemple, je sais pas, tu me dis, soit c'est le banquier ou soit c'est un journaliste ou autre, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas voir une autre banque? Est-ce que c'est, je sais pas, comment tu t'y prends, tu vois, pour continuer d'avancer, même s'il y a, je mets des guillemets, «tous ces obstacles» qui viennent se mettre sur ton parcours, quoi? moi, j'aimerais en tout cas mon but n'est de pas me corrompre et ce que j'appelle se corrompre, donc c'est éviter de changer pour me mettre dans le moule, tu vois? Même si je le fais de manière instinctive parce on est des êtres sociaux et il y a plein de normes auxquelles, on se doit de «d'adhérer» entre guillemets, mais j'essaye au maximum de ne pas le faire, ou en tout cas que ça ne me coûte pas, psychologiquement. Hem, donc en fait, un peu, comme la personne dont tu parlais au début, moi je vais repérer assez facilement et je vais repérer en fait s'il y a possibilité de discussion ou pas. Tu vois? Si en fait c'est de l'ignorance, si c'est du mépris, si c'est de la méconnaissance et qu'en plus il y a aucun intérêt derrière, et du coup je verrai là où je mets mon énergie ou pas. Le banquier, moi j'ai pas tergiversé, tu penses ce que tu veux, franchement des banques il y en a 1000, j'ai été voir une autre banque, très clairement. Le journaliste, bon il m'a gavé sur le coup et je sais on travaillera pas ensemble et c'est tout, tu vois? Donc parce qu'il y a pas d'intérêt de sa part de comprendre, parce qu'à nouveau tu peux ne pas comprendre et tu peux, te dire: «Non mais je comprends pas du tout ce qu'elle fait, je comprends pas le marché, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est intéressant?» Heu, on a le droit au questionnement et on peut en discuter sans aucun souci. Mais par contre, si je vois qu'il y a un mépris profond, du projet, moi, c'est pas dans mon intérêt de m'user, psychologiquement, en fait, à convaincre quelqu'un qui n'en a pas envie et qui n'est pas ouvert à ça. Donc je préfère juste, changer et me dire: «OK, bon, ben, ce sera pas toi, ce sera quelqu'un d'autre». Et les personnes qui choisissent, en fait, d'eux-mêmes de travailler avec moi sont, bah, des personnes que je garde en plus, très longtemps parce que justement, il y a un vrai désir et puis, on a des valeurs communes, en fait. Parce qu'on passe au-delà des apparences, on passe au-delà des préjugés et cetera. Parce que, je suis une femme et je suis une femme noire. En plus, selon selon les rumeurs, je fais jeune, plus jeune que mon âge et du coup, bah, forcément, quand tu fais jeune en plus, un peu juvénile, machin, bah, tu vois, on tu as un re-stigmate en plus. Donc, il y a plein de choses, en fait, qui stigmatisent au fur et à mesure et en plus de ça, bah, j'ai une boîte, qui parle de sujets un peu tabous, un peu voilà. Donc voilà, moi je cumule un peu les stéréotypes, on va dire. Donc en fait, je me dis que les gens qui veulent volontairement travailler avec moi et ben, ils ont passé tous ces trucs-là et ils sont bien au-dessus de ça et on a des relations top, on a plein de valeurs communes et les gens qui s'arrêtent en fait à ça, bah, c'est juste qu'on n'est pas fait pour être ensemble et c'est OK aussi, tu vois? OK. Ouais, non, super. Et parlons au niveau de la stratégie de Cliti, parce que comme tu as dit, tu es doué en communication, tu as un bon branding, tu as un bon, heu, Shopify, donc avec ton site. Ma question aujourd'hui, comment les clientes de Cliti, comment tu arrives justement, c'est quoi la stratégie, ou bien comment les gens découvrent Cliti? Comment ils deviennent clients de Cliti? Est-ce que c'est beaucoup du bouche à oreille? J'ai vu aussi que tu as des pixels pour les ads et cetera. Comment ça se passe aujourd'hui, ouais, c'est quoi la stratégie, en tout cas pour acquérir des clients sur Cliti? Alors pour l'instant, enfin la stratégie, elle a surtout été sur l'inbound marketing, donc vraiment des contenus, organiques. En particulier, j'ai des pixels en effet pour les ads, mais j'en fais pas vraiment. J'ai dû en faire peut-être 3 fois dans l'histoire de Cliti, quoi. Donc parce que je trouve que c'est un truc complexe, j'ai pas envie de le faire moi-même. Enfin, je trouve que mes compétences à moi sont limitées. Il faut trouver la bonne personne qui comprend ton marché, ton produit pour faire des ads pertinentes. J'ai pas encore trouvé, cette personne.
Donc je me suis pas, lancée sur le sujet ads, encore, en tout cas pas à grande échelle. Donc nous, c'est vraiment une stratégie organique, donc produire du contenu intéressant, si je puis dire, utile sur les réseaux sociaux, que ce soit via la newsletter, via le blog, via les réseaux sociaux. Après, j'avais déjà une certaine, entre guillemets, «notoriété» sur les réseaux sociaux, donc ça m'a beaucoup aidée, hein, je vais pas mentir, ça a clairement fait tremplin aussi à la marque, pour qu'elle fonctionne et maintenant je pense que les gens nous connaissent soit via les réseaux sociaux, c'est vraiment quand même notre 1er canal d'acquisition, ces réseaux sociaux. Il y a la presse aussi qui fonctionne très bien, en particulier la presse aux Antilles, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un super levier, d'acquisition. Il y a aussi un petit peu de plus en plus de bouche à oreille, c'est vrai, mais je dirais forcément presse, réseaux sociaux. C'est comme ça que ça marche pour nous, je dirais pas l'Ads, et puis évidemment, l'organique ensuite, les articles de blog, OK. donc le OK, OK, SEO. d'accord et si tu peux en parler et tu mets les jalons là où toi tu as envie de les mettre, c'est quoi de la vision pour Cliti sur les je sais pas les 2-3 prochains quarters? Ton regard me fait trop rire. Non, mais parce que je me dis alors là, Jérémy, je suis en pleine réflexion en ce moment. Ah mais tu peux ne rien dire, tu peux ne rien dire. Donc franchement, j'aurais aimé te dire quelque chose, mais je suis en pleine retransformation de la chose, en fait et là, pendant un Ouais, temps, je savais pas trop où j'avançais. ouais. Je m'étais mis des objectifs auxquels je croyais pas du tout et je pense que là, c'est aussi que j'ai surtout envie de croire en mes objectifs. Tu vois, OK. c'est ça, c'est au moins que je mette un objectif parce que voilà, on connaît tous les méthodes SMART, avoir un objectif mesurable, machin, blablabla. C'est très bien, mais moi, pour moi, en tant qu'entrepreneuse et en tant que chef d'entreprise, enfin voilà, j'ai envie de mettre un objectif auquel je crois et vers lequel je peux me diriger pour de vrai. Pas juste un objectif pour mon BP, pas juste un objectif pour mon comptable, pas juste un objectif qui va faire un beau sur LinkedIn quand je vais venir faire le bilan de l'année, mais un objectif auquel je crois et pour lequel, je suis OK avec ça. Et j'ai surtout envie de retrouver du plaisir, en fait, et de l'excitation dans ce que je fais au quotidien, ce qui n'était pas le cas à nouveau ces derniers temps. Hem, donc mes objectifs sont plutôt, personnels et j'ai envie que Clity avance et devienne une référence, c'est sûr. J'ai envie que quand on pense à égalité homme-femme, on pense à Clity, tu vois? Quand on pense à sensibilisation, à santé féminine, j'ai envie qu'on pense à moi et à Clity et heu et voilà, mais plus clair que ça, malheureusement, je suis dans cette période où j'y réfléchis, quoi, donc j'ai pas encore posé sur la table mes objectifs. OK. Imagine que j'ai parce que encore une fois, même chose et tu m'as dit si je me trompe, mais tu m'as l'air d'être, une femme qui est curieuse intellectuellement. Donc, imagine que j'ai en mon sein un pouvoir, c'est-à-dire j'ai une disquette que je peux te passer, te dire: «Tiens Elodie» et en fait, cette disquette, elle te permet d'apprendre en instantané une compétence. C'est-à-dire à partir du moment où tu l'as, tu acquiers une compétence. Ça peut être une compétence, ça peut être une hard skill, donc vraiment une compétence, à part entière, ou ça peut être aussi une soft skills, tu vois? Alors on va pas aller dans les trucs de lire dans les pensées des gens, tout ça, quelque chose d'assez terre à terre, mais qu'est-ce que tu choisirais et pourquoi? Bah, tu vois, pratico-pratique, je pense que je choisirais un hard skills. Ah, OK. très satisfaite de mes soft skills déjà, même si on peut toujours faire mieux. Mais je pense que je choisirais un hard skills que je n'ai pas pour Cliti, donc typiquement, peut-être de l'Ads, ouais, ou peut-être du growth, parce que je trouve pas que c'est non plus une compétence, sur laquelle je me dirais moi-même experte. Donc ouais, je pense soit du growth, soit de l'Ads. Je pense que je parce que c'est sûr que ça me servirait, et pour Cliti, et pour le consulting, enfin pour plein de choses. Je trouve que c'est une compétence à avoir, et qui se marierait bien avec mes compétences déjà actuelles. Donc ouais, je te dirais ça. OK, et est-ce que, encore une fois, comme je pense que tu as consommé beaucoup de contenu ou autre, est-ce qu'il y a sur ton parcours d'entrepreneur ou même, ton parcours de façon générale, est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont marqué, que tu as apprécié, que tu t'es dit: «Ah ouais, franchement, j'ai écouté ça, c'était trop bien». Est-ce qu'il y a un livre que tu as lu qui t'a donné un déclic? Ce serait quoi, en gros, ma question ici, c'est, est-ce que tu aurais ça peut être, 1-2-3 ressources à partager à l'audience, ça peut être un livre, ça peut être des podcasts, ça peut être, des vidéos YouTube, ça peut être peu importe, hein, mais est-ce qu'il y a un truc, une ressource qui t'a bien fait kiffer, où tu t'es dit: «Ah ouais, franchement, ça m'a beaucoup aidé, quoi»? Heu, alors étonnamment, j'ai pas beaucoup de ressources, hein. Je pense OK. le podcast, Basilic, si je crois qu'il s'appelle comme ça, qui était sur l'entrepreneuriat, mais sur, entrepreneuriat à impact écologique. Heu, OK.
que j'avais apprécié à ce moment-là parce qu'à nouveau, c'est des valeurs dans lesquelles je me retrouve. C'est quelque chose que j'avais envie de faire dans ce sens-là. Ensuite de livres, je lis pas de livres sur l'entrepreneuriat, hein, de manière assez, étonnante aussi. Hem, pour moi, les ressources qui m'ont vraiment aidée, ça va être les incubations que j'ai faites, tu vois? Les incubateurs que j'ai faits, ces programmes, où pendant 1 an, tu es suivi, tu es avec, toute une promo et en fait, c'est hyper intense et votre business, il grandit un peu d'un coup et vous vous entraidez. Vous êtes vraiment dans cette, logique de communauté, d'entraide. Hem, Ça, je trouve que c'est un truc qui a marqué et ma vie personnelle et ma vie professionnelle parce que vraiment, 1 déjà, tu te fais un réseau de dingue, et tu apprends des choses, de manière trop bien et puis, tu te fais aussi un réseau personnel dans le sens où, un support system, tu vois? OK. Un support system, en plus d'avoir un support system qui a des skills, que toi tu n'as pas, tu vois? Donc voilà, tu si tu as besoin d'avoir un logo, ben, tu as cette pote qui est graphiste, qui va t'aider à retoucher le tien ou que tu vas payer et qui va te faire le tien, tu as cette pote qui est dev et du coup, si tu as une petite couille sur ton site, bon, ben, là, ça va marcher, et moi, c'est ce que l'incubation m'a apporté. Hem, donc je dirais ouais, programme d'incubation, quel qu'il soit, évidemment, ils se valent pas tous, mais potentiellement, aller rechercher de l'aide, dans ce sens-là. Je trouve que c'est ma ressource qui m'a le plus marquée, j'ai pas d'autres ressources spécifiques liées à l'entrepreneuriat, par rapport à ça. OK. Écoute Elodie, alors on est à distance, donc je vais te montrer ce petit sac OK. qui contient quelque chose. Hop, alors, OK, qui contient ça. Ouais, waouh! Donc que je vais te faire parvenir ou te le donner quand on se voit, peu importe, comme tu veux. Est-ce que tu acceptes ce t-shirt? Évidemment. OK. Donc du coup, en acceptant ce t-shirt, tu acceptes aussi le défi de l'upgrade. Waouh! Dis donc tout. Donc, écoute, je l'ai même marqué pour ne pas me tromper. Je suis allé voir ton site. OK. J'ai vu effectivement, en analysant ce que tu avais mis, pas mis et cetera, que tu n'as pas d'outil d'analyse qualitative. Est-ce que je me trompe? Donc qualitative, c'est effectivement pour recorder les sessions des utilisateurs et cetera. À part, analytics, non. J'avais visé juste. Donc, ton défi, si tu l'acceptes, ma chère Élodie, ce sera, première chose, de mettre un outil d'analyse qualitative. Donc ça peut être Hotjar, il y en a d'autres et cetera. Ça permettra en fait, si tu veux, de regarder, en tout cas, de recorder, d'enregistrer les sessions des utilisateurs, des utilisatrices et de voir justement comment on passe en tout cas de visiteurs à acheteurs justement sur le site Cliti. Et OK. donc du coup, je vais te demander, donc une fois que tu auras mis justement cet élément, parce que je suis aussi allé voir ton trafic, j'ai vu que tu as assez de trafic justement pour avoir des sessions, même en une journée. Donc, ce qui va se passer, en tout cas en termes de steps, c'est un, j'installe, cet outil-là. 2, j'analyse justement les différents recordings qui ont lieu et cetera et 3, parce que sinon ce serait pas marrant, je vais te demander de penser, de schématiser une nouvelle, soit expérience utilisateur ou parcours client sur ton site Cliti justement pour que ça puisse justement te générer, en tout cas que ce soit plus simple, plus facile et cetera pour les utilisateurs. Es-tu OK avec ce défi? OK, hein, bah, allons-y, pourquoi pas. Alors, bien sûr, effectivement, l'upgrade est un lieu clément. Donc, pour réussir ce défi, il y aura 2 choses. La première, c'est que tu auras 30 jours. OK. Donc tu recevras effectivement tous les éléments, tu auras 30 jours, pas une minute de plus, pas une minute de moins, mais tu auras 30 jours. Le deuxième point, c'est que tu auras aussi accès aux ressources de l'upgrade. Donc ça va te parvenir bientôt. Mais donc du coup, j'aimerais que tu mettes ça en place. Ce défi, et donc du coup je m'arrêterai là sur les défis, mais ce défi, s'il est réussi, débouche sur une récompense Waouh! ou dans le cas contraire, sur une conséquence. Oh! Est-ce que tu acceptes ce défi? Tu ne sauras pas encore aujourd'hui quelles sont les conséquences et les récompenses. Oui, j'accepte, OK, allons-y. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Parfait. OK, super. Écoute, Élodie, pour moi, c'est un plaisir de t'avoir reçu. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment pertinent et je pense que tu as apporté, beaucoup, beaucoup de valeur aux éditeurs, aux auditrices du podcast. Est-ce que tu as
potentiellement un dernier mot pour l'audience? Bah, merci à toi déjà, parce que j'ai adoré notre conversation et c'est toujours plaisant de discuter de tous ces sujets. Et pour l'audience, eh bien, j'espère qu'ils se portent très bien et surtout, qu'ils ne manquent pas de courage et d'audace pour aller, là où ils veulent, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la vie. Et surtout oublier que, les coups durs, ça ne dure pas, en fait. Rien ne dure dans le temps. Donc, c'est pour ça que, on fait plein de choses et qu'on se répète, à l'infini. Donc de ne pas hésiter en tout cas, à vivre ce qu'il y a à vivre et à se dire que le soleil se lèvera toujours, quoi. Sur ces belles paroles, franchement, encore une fois, merci, merci Elodie pour ton temps. Merci C'est beaucoup. ce qu'on a de plus précieux, donc merci pour ça. Hâte de voir, ben, ce que va devenir justement Clitti. Je vais suivre ça, de loin et de près à la fois et puis, aussi hâte de voir comment tu vas t'occuper de ce défi parce que ça va être aussi quelque chose d'intéressant. Tout à fait, j'ai hâte de voir aussi pour moi comment je vais m'en occuper. OK, y a pas de souci. Bon, on se dit à très vite et puis, ben, prends soin de toi. Merci, toi aussi. Salut, ciao, ciao. Salut.